Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvézier. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et les références sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. Ma plus belle récompense, c'est pas le chèque que la cliente me laisse, c'est de savoir que je vais avoir un certain nombre de cadeaux qui vont être offerts et d'imaginer le regard des enfants quand ils vont ouvrir leur paquet avec leur prénom dessus ou leur sport préféré qui va être brodé sur leur cadeau. Voilà, c'est tout ça qui me fait plaisir. Je pense qu'il faut avoir un grand sens de l'autre pour faire ce métier. Dans cet épisode, nous interviewons Isabeau Grisillon, artisan brodeuse et créatrice de drôles de bobines. Isabeau nous parle des choix radicaux qu'elle a eu la chance de pouvoir faire dans sa carrière pour aligner ce qu'elle fait avec ce qu'elle est. Loin des Wonder Woman, comme elle les nomme, elle évoque avec pragmatisme ce qui l'a poussée à sortir de sa zone de confort, son sens de l'organisation, sa capacité à s'adapter en permanence. Elle parle également avec enthousiasme de son expérience actuelle du coworking qui la stimule et qui a changé le regard qu'elle porte sur elle-même. Isabeau cite souvent sa famille, celle qui lui a donné en grande partie les compétences comportementales sur lesquelles elle s'appuie aujourd'hui et celle qu'elle a fondée. Une conversation à la fois pétillante et touchante par sa sincérité. Bonne écoute. Bonjour Isabeau. Bonjour Perrine. Merci de nous recevoir à l'Atelier 57. On en discutera tout à l'heure, tu nous raconteras un peu ce qu'est ce lieu. Déjà, pour te présenter, je t'ai entendu te présenter l'autre jour comme brodeuse industrielle. Et je voulais savoir quelle était la différence avec brodeuse tout court. Alors, je dirais que c'est une différence de positionnement et d'outils, de machines. Quand j'ai commencé à prendre cette orientation professionnelle, j'avais une brodeuse qu'on appelait familiale. Donc, une petite machine qui ressemble à une grosse machine à coudre. Et depuis quelques années, je suis passée à une brodeuse qui fait 40 kilos, qui n'est pas transportable et qui est une brodeuse industrielle. C'est la machine, plus que moi en fait, la brodeuse. Donc tu brodes jamais à la main? Jamais. D'accord. Et j'imagine que ta machine te permet de faire des grosses quantités. Je crois qu'elle est tablier de rentrée des élèves. Là, tu as dû en faire un certain nombre. Alors, effectivement, là on est sur la période de rentrée. On est en gros à 1500 tabliers à peu près, quelque chose comme ça, pour tous nos petits écoliers. Oui, la machine permet de broder des grosses quantités tout en étant très unitaire, puisqu'il n'y a pas d'économie d'échelle ou de choses comme ça. Elle ne brode qu'un support à la fois. Donc les 1500 tabliers, c'est 1500 fois un tablier. Donc tu programmes pas la machine pour 1500 tabliers avec une liste de prénoms, une base de données à côté et hop, je vais en vacances et je reviens, c'est fait. Alors, ça serait beau, j'en rêve. Mais malheureusement, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Qu'il y a forcément, oui, la programmation peut se faire un peu à la chaîne. Effectivement, on peut programmer les 1500 prénoms ou noms de famille associés. Le fait est qu'il y a toujours 1500 tabliers, en l'occurrence, à mettre dans la machine. Et que ça, c'est une opération unique. On reproduit un certain nombre de fois, autant que nécessaire. Et c'est une opération manuelle. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un derrière la machine. D'accord. Donc, toi et ta machine, vous êtes drôle de bobine. J'avais jamais vu ça comme ça, mais en fait, oui. Alors, on va dire quelle est les bobines et que je suis drôle, on va dire ça comme ça. C'est bien. Est-ce qu'on peut revenir sur comment t'en es arrivée là? Parce que je crois que t'as peut-être pas toujours voulu être brodeuse industrielle. Non, c'était pas mon rêve d'enfant, loin de là. J'avais toujours dit que je ne voulais pas travailler toute ma journée derrière un ordinateur, et pourtant, je me retrouve toute la journée derrière un ordinateur et une machine, donc finalement... On revient à ce qu'on ne voudrait pas faire. J'ai une formation j'ai fait une école de commerce. Sans trop me poser de questions, j'ai fait des stages dans des grosses boîtes. J'ai été contrôleur de gestion en banque, tout d'abord. Et en fait, assez vite,
je me suis rendu compte que ce qui m'animait, c'était pas forcément la grosse boîte, la grosse société, les grosses structures, que j'avais besoin de me retrouver et que dans ces grosses structures, surtout quand on est junior, on se retrouve vite un numéro parmi d'autres. Quand on se présentait plus sous notre numéro de matricule que sous notre prénom, nom et ce qu'on pouvait être au fond de nous. Donc c'est quelque chose qui m'a assez vite touchée, enfin voilà, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Comme j'ai besoin d'être alignée avec moi-même, j'ai assez vite décidé de changer. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie. J'ai pas changé de métier, mais j'ai changé de structure. Je suis partie dans une petite structure familiale, une 50aine de personnes, donc une PME, où là tout de suite, on se retrouve à devoir faire un petit peu de tout. Donc toujours contrôleur de gestion, mais dans une structure qui m'allait mieux. Et puis voilà, le temps passant, les aléas de la vie font que cette société a été revendue. Je n'ai pas été vendue avec la société, donc il avait bien fallu que je rebondisse. Et assez vite, je me suis rendu compte que donc j'avais travaillé dans 2 entreprises auparavant, qui étaient des entreprises de services. Et il y a une chose qui me tient à cœur, je m'en étais pas rendu compte avant, c'était le sens du concret. Et que finalement, dans le service, c'est difficile d'avoir ce sens du concret. Et que j'avais besoin de toucher des matières, de me rendre compte de ce que je faisais, de me sentir utile, de tout ce qui peut toucher le concret. Et en discutant à droite, à gauche, un jour, j'ai discuté avec une jeune femme qui faisait de la broderie. Alors on a un peu parlé, je lui ai un peu demandé comment elle est arrivée là. Alors elle était comptable à la base, donc finalement c'était pas si loin que le contrôle de gestion. Et comme moi, elle est passée des tableaux de chiffres au tableau de nuances et de fils. Et je me suis dit pourquoi pas. En fait, j'ai pas de don particulier, j'ai pas de don manuel, mais peut-être que je peux utiliser d'autres talents, d'autres dons et mettre à profit. Enfin voilà, pour essayer de retrouver ce que j'aime, c'est-à-dire le concret. Et donc voilà, j'ai tout changé et j'ai vendu mon ordinateur et acheté une machine à broder. Donc, tu es devenu artisan. Oui. Tu travailles avec ta tête, mais aussi avec tes mains. Et en même temps, tu dis que tu n'étais pas prédestiné à ça, c'est-à-dire que tu n'étais pas particulièrement manuel, étant jeune ou... L'inné ou l'acquis. J'avais pas du tout le sentiment d'être particulièrement manuel. J'ai jamais fait de peinture, j'ai jamais fait de dessin, je bricolais pas particulièrement. En revanche, j'ai une mère très manuelle. Alors peut-être qu'inconsciemment, le fait de la voir, elle, faire beaucoup de couture, beaucoup d'encadrement, encore aujourd'hui, elle fait des patchwork à longueur de journée. Voilà, j'avais peut-être en fait ça au fond de moi sans vraiment l'avoir exploité, mais cette envie du concret, des choses qui se font avec les mains. Et donc, en fait, j'avais une artisan à la maison sans le savoir. Tu as dû apprendre un nouveau métier qui n'avait pas grand-chose à voir avec ton métier d'avant. Comment tu t'y es prise ? J'aurais bien aimé suivre une formation. J'ai cherché un formateur que je n'ai pas trouvé. Donc je me suis dépatouillée. J'ai essayé. Alors on a beaucoup de chance, c'est qu'aujourd'hui on a quand même Internet qui nous donne un certain nombre d'informations, des modes d'emploi, des vidéos, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu comme ça. Et puis moi j'ai toujours considéré qu'on avançait mieux quand on était à plusieurs. Donc même si j'avais un travail où je travaillais seule, en l'occurrence, je me suis beaucoup rapprochée d'autres personnes qui faisaient la même chose que moi. Donc mes concurrentes en fait, et mes concurrentes sont devenues des partenaires. Et donc je vous parlais de cette jeune femme qui la première m'a parlé de broderie. Et c'est elle qui m'a incité à acheter une machine, qui m'a dit quelle machine acheter, et qui m'a un petit peu montré au début. Et puis après voilà, on peut certainement faire mieux. Je cherche encore des formations, mais c'est très compliqué. En fait, ce sont des métiers qui sont finalement pas si courants que ça, et donc il n'y a pas des cycles de formation de brodeuse qu'on trouve comme ça au coin de la rue. Et comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients ? Parce que c'est bien beau d'avoir une machine et de savoir s'en servir, mais il faut vendre. Alors, on n'est jamais bien mieux servi que par soi-même, donc je pense que ma première cliente, ça a été moi. C'est très pratique de pouvoir offrir à ses amis, à ses enfants, tous les cadeaux étaient faits maison, avec ce petit truc en plus qui est la personnalisation, qui permet à chacun de se sentir unique au moment où on lui offre le cadeau. Donc mes enfants étaient ravis de pouvoir offrir aux anniversaires de leurs enfants, de leurs amis, qui un sac brodé avec le prénom, qui un polo avec une phrase qui lui était chère. Enfin voilà, ça pouvait prendre plusieurs formes. Et puis après, c'est le bouche à oreille, le bouche à oreille, les relationnels, qui au début
c'était très avec des personnes particulières. Enfin, mes clients ont été mes amis et autres. Et puis petit à petit, comme on n'est pas si nombreuses que ça à faire ce métier, j'ai pu me démarquer et des professionnels sont venus me chercher. Mais j'ai assez peu fait de démarches commerciales. D'ailleurs, tant mieux parce que je suis une très mauvaise commerciale. Donc, tu as trouvé des partenaires qui te distribuaient tes produits, c'est ça aussi ? Oui, aussi, effectivement. Mais du coup, sans personnalisation, pour le coup. Alors les deux. En fait, j'ai une gamme de produits qui s'étend sur, je dirais que j'ai 3 types de gamme. J'ai la gamme prêt-à-porter, donc que ce soit sur mon site internet ou sur des distributeurs, effectivement d'autres sites internet ou des boutiques ou autres. Je propose une gamme de produits déjà brodés avec des phrases clés ou des destinations de vacances, enfin des choses on est tous un peu sensibles au même message. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la gamme prêt-à-porter. Ensuite, la gamme demi-mesure, où on peut effectivement personnaliser, c'est-à-dire ajouter un prénom, une phrase, un dessin, un logo, qui va être ajouté à un produit que moi je vends, que je distribue. Et en 3e lieu, on trouvera la gamme vraiment sur mesure, où là, c'est une démarche beaucoup plus d'accompagnement du client qui va me dire, voilà, j'ai un événement, j'ai envie de faire un cadeau à mes clients, j'ai tel budget, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Et alors là, on va ensemble trouver le produit. Ça peut être un produit qui est de sa gamme, je ne sais pas si c'est un vendeur de chaises, par exemple. On peut s'amuser à broder sur ces chaises le prénom de chacun de ses clients ou de ses salariés pour une opération. Voilà, je peux m'adapter complètement à la demande du client. Donc, il y a les 3 possibilités. Tu brodes n'importe quoi sur n'importe quoi ou tu as des contraintes ? Alors, pas tout à fait n'importe quoi sur n'importe quoi. De temps en temps, il y a des demandes un peu étonnantes. Mais, vas-y, raconte. Une fois, j'ai eu des demandes aussi hétéroclites que me demander de broder un slip pour une intervention de vie de garçon, de broder un garagiste avec qui je travaille maintenant assez régulièrement, qui fait du tuning de voitures et de motos. Et donc, je brode sur la sellerie pour les voitures ou les motos. C'est-à-dire que la première fois il est arrivé chez moi tout habillé en cuir et tout, ça m'a fait un drôle d'effet. J'avais pas trop l'habitude. Je peux broder, on m'a demandé de broder la date, par exemple, d'un baptême ou même d'un mariage sur une robe de mariée, enfin sur des jupons pour des cérémonies. Enfin voilà, ça peut vraiment aller du tout au tout. Il n'y a pas vraiment de limite. Et tes contraintes, c'est quoi ? C'est la taille de la broderie, j'imagine ? La taille de la broderie, le temps de broderie, en fonction du budget, évidemment. Et puis des contraintes purement techniques, qui est que il faut installer un cadre sur le produit et que de temps en temps, les clients veulent faire un gros dessin, donc qui nécessite un grand cadre sur un tout petit produit. Ça pose problème. Tu travailles seule ? Enfin, avec ta machine, encore une fois ? Est-ce que tu as l'intention d'acheter une 2e machine, de développer ? Comment est-ce que tu vois un peu l'avenir de Drôle de Bobine ? Alors, c'est une question que je me pose tous les ans. En général, au mois de janvier-février, quand il y a un peu moins d'activité, la question revient, est-ce que je veux augmenter le chiffre d'affaires ? De façon très concrète, je suis bloquée effectivement par la machine qui a une capacité de production qui elle fait tant de points à la minute et donc forcément je ne pourrais pas broder même si j'y passais mes nuits et mes jours plus de tant de points. Donc il y a une capacité de production. Donc la vraie question c'est acheter une 2e machine ou sous-traiter, etc. C'est donc effectivement une question qui revient régulièrement et à laquelle j'apporte finalement depuis 10 ans toujours la même réponse qui est non, je ne souhaite pas plus me développer. J'ai fait ce choix de créer Drôle de Bobine il y a plus de 10 ans à la naissance de mon 4e enfant. C'était un vrai choix. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a laissé la possibilité de faire ce choix parce que c'était risqué. Devenir entrepreneur, c'est toujours un peu risqué. Mais voilà, c'était lié à ma personnalité et je pense qu'il faut savoir se poser les bonnes questions dans son parcours professionnel. Pourquoi je travaille ? Pourquoi je le fais ? Quelles sont mes motivations ? Très clairement, je ne gagnerai jamais ma vie confortablement en ayant une seule machine et pas de salariés, etc. Mais c'est mon choix. Et voilà, une de mes phrases clés, c'est assume tes choix. Et quand on a la chance de pouvoir choisir, moi, mon choix, c'est de pouvoir partir en vacances avec mes enfants quand je le souhaite, de pouvoir gérer mes clients et leur donner les délais de production que je peux respecter. Et voilà. Et donc finalement, ma partenaire machine ne se met pas en grève, ne réclame pas d'augmentation de salaire. Donc elle est assez sympa et pour l'instant, je la garde comme ça. Voilà. Donc c'est un vrai choix. Tu as monté un club d'entrepreneuses. Et je voulais savoir, en tant qu'artisan, en quoi tu es entrepreneur aussi ou entrepreneuse ?
Alors aussi, par rapport à quoi? Par rapport aux autres entrepreneuses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entrepreneuse? Celles qui sont start-up, profession libérale. Alors, la vraie question, effectivement, c'est qu'est-ce qu'une entrepreneuse? Alors, une femme. Donc ça, jusque-là, oui, je réponds aux critères. Pour ce qui est d'entreprendre, pour moi, l'entrepreneuse, c'est celle qui prend des risques, qui, au départ, monte une structure, que ce soit dans le bénévolat. On peut être entrepreneuse dans le bénévolat, on peut être entrepreneuse, qui prend sa vie un peu celle qui prend sa vie en main et qui se dit tiens, je vais pas me laisser porter par une société, être salarié et suivre ce que me demande mon patron, mais à un moment qui se met en question et qui se dit est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Donc là-dessus, oui, parce que j'ai remis en question les études, le salaire que j'avais, j'ai démissionné, pour faire ce choix encore une fois. Donc oui, je pense que tout artisan est entrepreneur parce que l'entrepreneuse, c'est aussi pour moi c'est le couteau suisse. C'est celle qui sait aussi bien faire une démarche commerciale que de gérer son site internet, que de être en jean et en basket parce que tout d'un coup il y a une palette de 200 kilos qui arrive devant la porte et qu'il faut la décharger en moins de 3 minutes, sinon les voisins râlent sur le trottoir. C'est celle qui va se mettre en talons pour être sur un salon pro. C'est ça une entrepreneuse. Et oui, je suis aussi bien en basket qu'en talons aiguilles, donc je suis une entrepreneuse, je pense. On imagine bien tes deux vies très différentes. Enfin, là, on est dans on va revenir sur ce lieu, mais ce lieu que tu partages, qui est un appartement transformé, au rez-de-chaussée, dans une cour très calme, et on imagine ta vie de bureau d'avant. Que t'apporte ta vie professionnelle actuelle que ne t'apportait pas ta vie d'avant? Alors effectivement, pendant 10 ans, j'ai travaillé chez moi. Mes enfants étaient petits, donc c'était un super équilibre pour pouvoir être à la fois à la maison, gérer ma problématique d'entreprise et en même temps gérer les enfants, être là au quotidien. Donc j'ai beaucoup apprécié cette période et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire. Les enfants grandissent, ils ont toujours besoin de nous, mais on a un petit peu besoin nous j'avais besoin de prendre un peu l'air et j'ai eu donc après différents projets qui se sont montés, pas montés, etc. eu envie de sortir de la maison et depuis 9 mois maintenant, je suis donc installée effectivement dans un atelier où on est 4 créatrices. Mais la grosse différence, c'est déjà moi mon positionnement par rapport aux autres et donc le regard que mes clients, mes fournisseurs, le monde extérieur peut porter sur moi. Avant, j'étais quand on me demandait ce que je faisais, je vais monter une petite boîte et je travaille chez moi. Généralement, la discussion s'arrêtait là. Aujourd'hui, quand je dis je suis artisan, je travaille dans un atelier de créateur, alors là, tout de suite, c'est très bizarre. Les langues se délient. Ah bon, tu fais quoi? Et t'es où? Et t'es avec qui? Et qu'est-ce que vous faites? Et comment ça se passe? Et tout. Donc voilà, ne serait-ce que moi, la façon de me présenter, en dehors de tout l'aspect logistique quotidien qui évidemment n'est plus du tout le même, la joie de partir au bureau le matin et de claquer la porte, c'est un vrai plaisir. Mais en dehors de toute cette considération logistique, le regard que moi je porte sur moi et donc que je reflète aux autres en fait. Donc parle-nous un peu de cet atelier 57. Qu'est-ce que c'est que cet atelier? Qui est avec toi? Alors l'atelier 57 s'appelle 57 parce que c'est le numéro de la rue, le numéro de l'immeuble dans la rue. Donc c'est un atelier c'est un lieu avant tout où on pourrait appeler ça de coworking. J'ai travaillé sur un projet avant justement de monter l'atelier. Un fameux mois de janvier ou de février où je me posais la question de savoir si j'allais repartir pour un an. Des personnes sont venues me proposer de travailler sur un projet de coworking. Alors coworking, c'est le fait de mettre ensemble dans un lieu unique des gens qui travaillent sur des projets, chacun leur projet de façon très différente et créer des synergies, etc. Je ne connaissais absolument pas ce domaine. Déjà, quand on me parle en anglais, j'ai déjà beaucoup de mal à comprendre. Donc là, c'était trop compliqué pour moi. Mais donc, j'ai avancé sur ce projet. J'ai découvert ce secteur et je me suis rendu compte que, il s'avère que le projet n'a pas abouti pour diverses raisons. Mais je me suis rendu compte que travailler à plusieurs, même quand on fait pas le même métier, c'est juste passionnant et révélateur de talent et on peut s'apporter beaucoup les uns les autres. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de repartir à zéro sur un projet que je ne connais pas, où j'aurais pu me planter dans les grandes longueurs, je me suis dit, en fait, moi, j'ai déjà développé quelque chose, j'ai une activité qui marche. Pourquoi ne pas capitaliser sur ce que je connais, sur ce que j'ai déjà entrepris, mais ajouter une corde à mon arc. Or, ce projet de coworking m'a montré que on pouvait faire beaucoup de choses à plusieurs. Et je me suis dit, en fait, c'est tout simple. Je vais faire un coworking de créatrices. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé 3 personnes en l'occurrence que je connaissais, qui sont créatrices. Donc, une qui est modiste, qui fait des chapeaux de mariage, une qui est photographe, et la 3e qui fait de la décoration pour chambre d'enfants. Donc, rien à voir dans nos secteurs.
Et ben, contre toute attente, elles ont toutes les trois dit « Ah, mais c'est génial, super !» Elles travaillaient toutes chez elles depuis 10 à 15 ans, donc on était tout à fait dans le même genre de développement et de problématiques face à nos boîtes. Et on s'est dit « Mais en fait, c'est juste une évidence, il fallait juste qu'il y en ait une qui ose le faire. » Et donc, on a cherché un lieu qu'on a trouvé très rapidement, finalement. On avait beaucoup de chance, à moins de 10 minutes à pied chacune de chez nous, parce qu'il fallait quand même qu'on n'ait pas la contrainte de transport, alors que ça faisait 10 ans qu'on bossait chez nous. Et on a fondé ce lieu qui a tout de suite pris vie et qui permet de... Voilà, on a 4 univers complètement différents, mais du coup, finalement, ça se mélange très bien. Il y a des couleurs, des chapeaux, des plumes, la machine qui brode, d'autres qui font de la peinture, les teintures. Enfin voilà, il y en a un peu partout, mais c'est très fédérateur, c'est très... Enfin voilà, on est dans un monde créatif, donc en fait, on s'apporte beaucoup les unes les autres. Et en fait, nos clientes sont ravies de venir dans ce lieu. Pour nous, ça nous pose au niveau professionnel, c'est plus facile de recevoir de la clientèle dans un lieu neutre et orienté professionnel que quand c'était chez nous. Et donc, ça s'est fait très vite et en fait, on se demande comment on faisait avant. Et d'un point de vue collaboration avec les autres créatrices, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, ça nous apporte... alors, il y a déjà un apport psychologique. C'est que quand on a... il y a des jours où on n'a pas le moral, on a on démarche des nouveaux clients, des nouveaux marchés, ça marche pas. Et ben, quand j'étais seule chez moi, à part aller prendre un carré de chocolat dans le frigo, j'avais pas grand chose d'autre à faire. Là, il y en a une autre qui au contraire a décroché un supermarché. Et ben, comme ça, on peut se profiter des joies des unes et soutenir celles qui marchent un petit peu moins bien. Et puis d'un point de vue business pur, et ben quand nos clientes viennent, parce qu'évidemment on a des clientes plutôt féminines, viennent dans l'atelier, il y a une pièce qui est un showroom où tous nos produits sont exposés. Et en fait, on se rend compte qu'il y a de grandes synergies et que une personne qui vient choisir un chapeau de mariage, et oui, mais en fait elle a aussi besoin d'un photographe, ça tombe bien, on a. Et puis elle a besoin de faire des petits cadeaux pour ses témoins, et là hop, c'est moi qui vais broder quelque chose pour les témoins. Et puis voilà. Et en fait de fil en aiguille, on fait pas mal de business ensemble, alors que c'est pas du tout ce sur quoi on comptait au départ. De fil en aiguille pour Drôle de Bobine, je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi j'aimerais qu'on revienne sur ta vie avant, c'est-à-dire ta vie de salarié. Tu as franchi le pas il y a 10 ans de changer carrément de métier et de vie. Qu'est-ce que ça te demande comme compétence, comme force, comme talent de se lancer comme ça dans un truc qu'on ne connaît absolument pas? De l'inconscience, je pense, en premier lieu. Il faut peut-être aussi savoir saisir des opportunités. Et ce choix, largement assumé aujourd'hui, a été une opportunité, en fait, à un moment où, effectivement, j'avais cette société qui était vendue et, pour des raisons de holding, de choses, enfin, voilà, j'étais pas reprise. Et donc, soit j'aurais pu me battre pour me remettre dans cette société, et j'ai vu ça comme un signe. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, c'est peut-être le moment j'avais un bébé de 6 mois, mon 4e, je me suis dit en fait je vais en profiter pour m'occuper un peu de ce bébé, l'aîné ayant 5 ans, donc j'en avais quand même 4 en 5 ans, donc il y avait de quoi faire à la maison. Et puis en fait très vite j'ai tourné en rond, parce que les biberons, les couches, c'est bien sympa, mais au bout de 6 mois j'en pouvais plus. Et je me suis dit est-ce que j'ai envie, avec des enfants petits, de retourner au salariat, et finalement, j'ai peut-être manqué de courage de revenir au salariat en me disant, en fait, je serais pas capable. Et du coup, de quoi suis-je capable? Et je suis allée puiser en moi ce dont j'étais capable et ce dont j'avais envie aussi à ce moment-là. Et voilà. Et donc c'est à la fois sortir de sa zone de confort, parce qu'il fallait se remettre en question, recommencer quelque chose, et puis certainement un peu d'inconscience. Et voilà. Est-ce que tu t'es fait aider dans ce moment-là? Tu te souviens? Est-ce que, je sais pas, tu as lu des livres, tu as pu parler à des gens? Ton entourage, peut-être? Mon premier soutien a été mon mari, qui a accepté de prendre ce risque avec moi, parce que forcément, ça impliquait une baisse de salaire immédiate pour le foyer. Et ensuite, alors, je suis un peu de nature fonceuse. Je pars du principe que la nature a horreur du vide. Donc, je me suis dit, de toute façon, j'essaye. Et puis, si ça marche pas, je ferai autre chose. L'investissement de la première machine n'était pas complètement exorbitant. Donc, je pouvais me le permettre. Donc, de toute façon, j'avais même pas de machine à coudre chez moi. Et celle-ci faisait les deux. Donc, je me dis, au pire, j'aurais gagné une machine à coudre. Donc, il n'y avait pas non plus une prise de risque colossale. Donc, non, je me suis pas particulièrement informée, mis à part cette personne que j'ai rencontrée. Donc, cette jeune femme qui m'a donné le goût, l'envie d'essayer. Et puis après, je me suis dit, j'essaye. Et puis on verra bien.
Et je suis toujours là. Travailler de chez soi, j'imagine, même si on peut s'occuper de ses enfants, partir en vacances quand on veut, c'est sûrement un peu compliqué comme rythme pour savoir mettre des barrières. Comment est-ce que tu réussissais, ou pas d'ailleurs, peut-être, à mettre les barrières entre le moment de drôle de bobine et le moment de ta famille et puis les moments pour toi? J'ai tout essayé. J'ai pas la bonne solution. Il y a eu des périodes où il y avait pas de barrière dans le sens où c'était drôle de bobine avant tout et les enfants passaient un peu après. Après, je me suis dit en fait c'est pas possible. Je suis extrêmement organisée. Donc je commençais à me mettre des alarmes sur mon téléphone. Donc en fait mon téléphone sonnait toutes les demi-heures et toutes les demi-heures représentaient un cap à passer. C'était l'alarme de à 4h il faut aller chercher les enfants à l'école, à 4h30 il faut qu'ils aient fini le goûter, voilà, et puis après les faire travailler. Ils avaient droit à une demi-heure chacun et toutes les demi-heures l'alarme sonnait en disant bah tant pis je passe au suivant, pour cloisonner effectivement et avoir du temps pour eux. Et puis petit à petit en fait je me suis dit qu'effectivement, il fallait pas que la famille en pâtisse. Parce que oui, tu parlais du fait de partir en vacances. Oui, en fait, on part en vacances, mais on n'est jamais en vacances quand on est entrepreneuse. Donc, on part, certes. Donc, les gens ont toujours l'impression qu'on est parti. Certes, j'étais à la sortie de l'école, mais en fait, j'étais toujours en train de travailler au moins dans ma tête. Donc, j'ai pris la décision un jour de ne plus répondre au téléphone après 17h le soir. J'ai pris la décision de, quand j'étais en vacances, de ne plus emporter ma machine, parce que ma première machine, je partais en vacances avec. Ça, c'est un vrai fil à la patte. Encore un fil, décidément. Voilà. Et puis après, les enfants grandissant, j'ai aussi appliqué la rigueur que moi, à laquelle je m'astreignais. J'ai appliqué cette organisation auprès des enfants. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec nos enfants en les responsabilisant. Et donc, j'ai mis en place plein de responsabilités. Donc, à la maison, on a un tableau de responsabilités. Parents et enfants y sont. Et on tourne. Et donc, on a tous les mêmes responsabilités. Encore une fois, ils ont grandi et donc je peux me le permettre. De toute façon, avec des ados, sinon ils feraient rien. Donc, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et voilà. Et donc, je pense que il faut aussi, je me suis pas mise trop je suis pas Wonder Woman et je pense que Wonder Woman n'existe pas. Je veux pas sa recette d'ailleurs parce que je l'envie pas, d'être partout à la fois. Mais de savoir, adapter son organisation au fur et à mesure des aléas, en fait. Il faut savoir de temps en temps donner un coup de bourre et laisser il y a des week-ends où je travaille, voilà, novembre, décembre, je travaille 6 week-ends d'affilée, 7 jours sur 7. À la rentrée, je fais pas la rentrée de mes enfants, je vais pas aux réunions ou presque, parce que il y a des priorités que je ne peux pas bouger. C'est aussi la rentrée des autres, donc là-dessus, les autres mamans ont besoin de moi. Et puis il y a des périodes où ça peut être un peu plus cool, et dans ces cas-là, il faut savoir s'adapter. C'est peut-être ça la recette, s'adapter. Selon les années, selon l'entourage, les besoins des autres. Les besoins des uns et des autres, même au niveau de mon mari, il y a une période où il voyageait beaucoup, donc c'était très simple de pouvoir retravailler le soir. Mes voisins n'étaient d'ailleurs pas très contents d'avoir la machine qui brodait à 11h du soir. Mais voilà, je pouvais me permettre de le faire parce que j'avais pas mon mari n'était pas là. Au contraire, quand il rentrait, je partais du principe qu'à partir du moment où lui était là, j'avais mes soirées pour lui. Enfin voilà, c'est ça, l'adaptabilité. Et à la fois, l'entrepreneuriat, le fait de travailler chez soi, le permet. Donc c'est le côté positif, mais l'exige, parce que sinon on se perd en fait. Une question qu'on pose à tous nos invités, quel que soit le moment de ta vie professionnelle, il y en a eu 3 si je comprends bien, 3 longues périodes, 2 longues et celle qui démarre, on va dire, depuis 9 mois. Quel est le succès professionnel, le premier succès professionnel qui te vient à l'esprit et dont tu es la plus fière? Question très difficile. Question difficile parce que qu'est-ce que c'est qu'un succès ? En fait, je pense que le premier succès, ça a été de un jour m'arrêter. Alors c'était quand j'étais justement en banque, au tout début, en fait, c'est la première chose à laquelle je pense, et de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là ? Et je pense que mon premier succès professionnel, ça a été de pas me laisser embarquer par le parcours tout tracé qui s'avançait devant moi, école de commerce, banque, finance, enfin voilà, ça aurait pu être assez simple. Autour de moi, tous mes amis de promo ou autres, et encore aujourd'hui, des copines qui ont fait des choix de carrière. Et je crois que mon plus grand succès professionnel, et que je ne regrette pas, c'est d'avoir su choisir ma carrière en fonction de moi et de ce qui était important pour moi. Encore aujourd'hui,
de temps en temps, j'en rêve quand je vois des copines qui partent au bout du monde, qui ont des super voyages dans des super boîtes, qui ont l'air effectivement de Wonder Woman dont je parlais, qui mettent des anglicismes à toutes les phrases dans les dîners mondains. Je comprends rien de ce qu'elles racontent et elles sont dans les comex et les codir et elles ont des réunions dans tous les sens. Ok, alors non, moi j'ai juste une cliente qui vient chercher un tablier pour son petit garçon qui rentre à l'école et qui aura pas son tablier, qui est tout triste. Et ben en fait, une seconde je les envie. Et tout le reste de ma vie, je les envie pas du tout. Et je pense que c'est ça mon plus grand succès, c'est d'avoir su me mettre au centre de ma carrière. Et comment tu as fait ça? Parce que tu étais relativement jeune. Comment tu as eu l'intuition de faire ça? Comment tu as eu la force de faire ça? À quoi tu as fait appel en toi? Alors je sais pas quel est le terme qu'il faut mettre là-dedans, mais ouais, peut-être un pragmatisme, l'envie d'être moi en fait. J'ai toujours eu besoin d'être alignée, de mettre un sens aux choses, et je pense que c'est ça. Et alors il y a certainement eu un fait générateur où, en fait, si je crois que je sais à quel moment ça s'est déclenché. Donc en tant que contrôleur de gestion, je faisais des tableaux de bord avec des budgets, des choses comme ça. Et puis un jour, on avait bossé pendant, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois sur des tableaux dans tous les sens et on recommençait. Et puis un jour, il y a mon patron qui arrive et qui dit bon alors en fait, on va changer parce que le comité commercial a décidé qu'il fallait qu'on fasse 2% d'économie. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit mais comment ça 2% d'économie? Enfin, déjà, ça fait 3 mois qu'on travaille sur des hypothèses et en fait, il fallait tout mettre à la poubelle et tout recommencer. Et il s'avère que mon voisin qui était à côté de moi n'a pas très bien réagi au fait de devoir retour commencer et a été en arrêt maladie le lendemain. Et n'est pas revenu tout de suite. Et ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en arrêt maladie et en fait, on a refait le boulot et on l'a refait sans lui et on a réussi à ressortir des chiffres. Et là, je me suis dit, mais en fait, mon voisin, on a tous hyper mal pris. Aujourd'hui, c'est lui qui a craqué. Et ben en fait, c'était pas grave. Il a craqué, on a fait et on n'a pas eu besoin de lui. Et ça, j'ai trouvé ça horrible. Et je me dis, mais moi, j'ai pas envie de ça. Alors, c'est peut-être hyper égoïste et tout, mais j'ai envie qu'on ait besoin de moi, j'ai envie de servir à quelque chose. Et là, je me suis rendu compte que nul n'est irremplaçable, bien évidemment, mais qu'il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Et ça m'a déplu en fait comme comportement. Et le management était là, bon bah c'est pas grave, il est pas là, bah on reprend son boulot et on fait. Bah, je me suis dit, ouais, on peut peut-être avoir un petit peu de considération pour celui qui est pas là et se demander pourquoi et comment on pourrait faire pour qu'il ne se retrouve pas dans cette situation, et tout le monde s'en fichait. Et je crois que c'est peut-être été ça le déclencheur. C'est fort de savoir ça, de savoir qu'on a besoin de ça, en fait, et d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent j'aimerais servir à quelque chose et puis qui ne bougent pas. Ouais, mais c'est peut-être là où c'est une grande chance, et ça je le dis tout le temps, c'est que j'ai eu encore une fois, quand je dis il faut assumer ses choix, encore faut-il avoir la chance de pouvoir faire des choix. Et j'ai eu la chance, voilà, d'un mari qui m'a dit, bah écoute, de toute façon, pour l'instant, on a les enfants à la maison, je me rends bien, enfin voilà, il s'est rendu compte que je pouvais pas être épanouie dans mon boulot, épanouie à la maison, enfin, il y a un moment où pas tout faire, et on a profité de cette pause, de changer d'entreprise entre la grande et la petite, ça a été assez évident, et il y avait pas de prise de risque, c'était assez simple. Ça a été plus de se dire, de passer de l'entreprise plus petite à moi toute seule. Mais ça, voilà, c'est l'accompagnement familial qui a permis de le faire, et encore une fois, je le remercie. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu faire ce choix. Tu parlais d'alignement, tu disais j'ai sans doute besoin d'être alignée avec mes valeurs, même si tu n'as pas dit ce mot-là. Oui. Est-ce que tu considères que ça, c'est quelque chose, tu es né avec ça, ou on te l'a inculqué, ce besoin d'être aligné? Alors, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi, avec laquelle je suis née, et que les expériences et les expériences que j'ai pu avoir, aussi bien enfant que ado, que après adulte, ou avec des amis ou autres, ont ancré cela en moi, et que ça a révélé des choses qui existaient déjà. Maintenant, je suis persuadée que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce ou à cause, je sais pas, de la famille dans laquelle je suis née. C'est évident. Je disais au début de l'entretien, voilà, j'ai une mère qui a toujours été présente à la maison, qui ne travaillait pas. Donc moi j'ai vu ce que ça pouvait, qui par définition donc avait le temps de nous inculquer des valeurs qui étaient autres que la valeur de l'argent ou du pouvoir ou de choses comme ça, et qu'il y avait d'autres choses. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, enfin, je le considère moi comme une chance, d'avoir une mère qui a su s'occuper de nous et nous inculquer tout ça et avoir le temps de le faire. Donc c'est vrai que pour moi, ça me semblait une évidence encore une fois, dans la mesure de mes possibilités, d'essayer de transmettre ça à mes enfants. Et donc c'était une de mes priorités.
Et je pense que c'est après voilà, il y a d'autres expériences. Je parlais du sens du concret tout à l'heure. J'ai fait beaucoup de scoutisme, par exemple. Le sens du concret est au cœur de la pédagogie scout. Peut-être que si je n'avais pas fait de scoutisme, ce sens du concret ne serait pas aussi ancré en moi. Donc, est-ce que c'est de l'inné, de l'acquis? Est-ce que j'étais bien au scout parce que j'avais déjà ça en moi? Je ne sais pas dans quel sens c'est. J'aimerais qu'on revienne sur l'atelier ici. Pour l'instant, vous êtes 4. Est-ce que tu imagines un jour ouvrir un espace plus grand avec plus de créateurs? Pourquoi pas? Plus on est de fous, plus on rit. Ici, on a hésité à prendre une 5e, et puis en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'en termes d'espace, il y avait un problème. Pourquoi pas? C'est pas du tout. C'est pas votre ambition aujourd'hui, c'est pas notre ambition parce que ça fait que 9 mois qu'on est là, qu'on trouve notre équilibre, qu'on est très bien là. Maintenant, voilà, rien n'est fermé, et pourquoi pas? Ça sera peut-être un nouveau volet de l'atelier. Si tu devais accueillir ici une jeune personne qui veut se lancer dans un travail artisanal, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? D'être bien, alors je sais pas si c'est un conseil ou aussi, d'être consciente que gagner sa vie avec de l'artisanat, je vais pas dire que c'est impossible, mais c'est très compliqué. Sont des métiers qui disparaissent. On a, nous tous consommateurs, de moins en moins conscience du prix des choses. Que faire les choses de façon artisanale, ça veut dire unique, ça veut dire avec nos mains, ça demande un temps, ça demande un savoir-faire, et que la plupart, et je parle de ça aussi bien pour moi que pour les 4 créatrices qui sont là autour de moi, et on a toute la même problématique. Ce serait compliqué de donner le bon prix à ce qu'on vend. Et si, enfin voilà, quand on est artisan, on compte pas ses heures, et si on devait être payé à l'heure, on serait loin d'un SMIC largement. Donc voilà, donc ce sont des métiers de passion. Sont des métiers, il faut avoir, à mon sens, le sens du vrai, le sens du beau, le sens des matières, le sens du conseil, bien évidemment. Et je dirais presque, il y a un côté, je vais pas avoir l'impression d'avoir un côté sacrifice, mais on le fait avant tout. Enfin moi, ma plus belle récompense, c'est pas le chèque que la cliente me laisse, c'est de savoir que je vais avoir un certain nombre de cadeaux qui vont être offerts, et d'imaginer le regard des enfants quand ils vont ouvrir leur paquet avec leur prénom dessus, ou leur sport préféré qui va être brodé sur leur cadeau. Voilà, c'est tout ça qui me fait plaisir. Je pense qu'il faut avoir un grand sens de l'autre pour faire ce métier, parce que financièrement, on s'y retrouve pas, c'est évident. Et un conseil que tu donnerais, ou des conseils que tu donnerais à un jeune qui commence sur le marché du travail, pas forcément dans l'artisanat? Bah, c'est compliqué parce que on peut donner tous les conseils qu'on veut. Je pense que le meilleur conseil, c'est de faire ses armes et de se planter, c'est pas grave. Encore une fois, si on a pu choisir une voie et qu'on se rend compte que c'est pas la bonne, eh ben c'est pas grave. On assume, on rebondit, on refait autre chose. Il n'y a pas d'échec qui ne construit pas. Donc moi, j'ai envie de lui dire, ose, essaye, et puis si ça marche pas, ben tu changes. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui évolue beaucoup, qui évolue tous les jours. Quand on dit que, je crois, 60% des métiers de nos enfants n'existent pas aujourd'hui, on est très mal placé pour pouvoir donner un conseil à des gens, enfin à des jeunes. Alors, quand ils rentrent sur le marché du travail, c'est qu'a priori les métiers existent, mais qui se lancent dans des études ou des choses comme ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, avant tout, peut-être ce qu'on ne faisait peut-être pas à notre âge, où, quand moi j'étais étudiante, on était formés à des techniques. Voilà, on nous apprenait des métiers. On nous apprenait pas à être. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça dont on a besoin, c'est d'apprendre à être, à se connaître, et pour ensuite pouvoir se révéler dans la bonne filière et dans le bon métier. Mais pour ça, il faut... Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça se vit? Je n'ai pas la réponse. Un peu des deux, sûrement. Est-ce que tu peux nous donner ta définition des compétences comportementales ou des soft skills? Alors, compétence, c'est donc ce qu'on est capable de faire. Comportemental, c'est, je pense, qu'on n'a pas appris, en fait, qu'on a appris par des comportements, que ce soit par imitation, par réaction, ou parce que c'est des choses qu'on a en soi. Donc effectivement, c'est peut-être tout. Alors, je pourrais peut-être donner une définition en opposant. C'est tout ce qui n'est pas compétence technique. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Drôle de Bobine d'une part et à Isabeau d'autre part pour les années qui viennent? Alors que Drôle de Bobine ne tombe pas en panne, parce que ça c'est la bête noire, c'est le stress de se dire la machine ne marche plus, on dépend de l'outil de travail, enfin c'est un outil de travail qui est très fragile, qui coûte très cher, qui demande beaucoup d'entretien, et c'est toujours l'angoisse, je pense, comme toute personne qui travaille même avec son ordinateur, et l'ordinateur tombe en panne. Sauf que moi, mon dépanneur, il habite Lyon,
et que quand je dois le faire venir, il est pas là dans les 2 heures. Hein. C'est pas d'arty, j'ai pas de service après-vente. Donc voilà. Donc c'est que Drôle de bobine, la machine continue à bien travailler. Et pour le développement de l'entreprise, de continuer de savoir à chaque fois, de toujours garder en tête le pourquoi je fais ce choix, pourquoi je fais mon travail comme ça. Moi, j'attache beaucoup d'importance à non pas avoir des clients et des fournisseurs, mais avoir des partenaires. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important pour moi. Et donc voilà. Et de temps en temps, c'est facile de se laisser embarquer par un super appel d'offres. Je dis ok, d'accord, je vais le prendre parce que ça fait bien sur le papier. Et puis après de me dire mais en fait j'ai pas du tout envie de travailler comme ça. Voilà, donc de savoir pourquoi je fais les choses, de garder cette clairvoyance qui est pas toujours évidente. Merci beaucoup Isabeau de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.